Appelle la moche, rit le patron millionnaire en montrant sa femme de ménage. Mais à son arrivée, tous furent choqués. Claire Dubois avait 34 ans et vivait depuis toujours dans une discrète banlieue de Paris, à quelques stations de métro du centre. Depuis 8 ans, ses journées se ressemblaient presque au millimètre près. Elle se levait chaque matin avant l'aube, glissait ses pieds dans de vieilles pantoufles élimées, nouait ses cheveux en un chignon approximatif et enfilait l'une de ses chemises larges, toujours dans des tons neutres. À 6 heures précises, elle quittait son petit appartement et prenait le bus pour rejoindre le quartier huppé où se dressait la somptueuse demeure d'Étienne Morel. La maison, ou plutôt la villa, était un monument à elle seule. Façade en pierre claire, colonnes élancées, vitraux colorés qui diffusaient une lumière tamisée dans le hall principal. Étienne Morel, propriétaire des lieux, avait 39 ans et dirigeait l'une des plus grandes entreprises d'événements de luxe de la capitale, Morel Événements. Toujours tiré à 4 épingles, costume sur mesure, montre qui valait à elle seule plusieurs années de salaire de Claire, il avait cette manière de marcher comme si tout l'espace lui appartenait. Dans cet univers où tout brillait, les lustres, les verres en cristal, les sols de marbre, Claire semblait presque invisible. Ses vêtements amples, souvent un peu usés par les lavages répétés, contrastaient violemment avec l'élégance calculée de tout ce qui l'entourait. Elle parlait peu, accomplissait ses tâches avec rigueur et préférait se fondre dans le décor plutôt que de risquer d'attirer l'attention. Les autres employés de la maison, cuisiniers, jardiniers, intendants, l'ignoraient la plupart du temps. Elle était la bonne Claire, une silhouette qui passait en silence dans les couloirs, un murmure dans la grande machine domestique. Ce matin-là, comme à son habitude, elle avait commencé par aérer la cuisine, vérifier l'état des fruits et légumes livrés à l'aube, puis s'était attaquée à la préparation du déjeuner. La lumière douce du début de matinée passait à travers la fenêtre, illuminant la vapeur qui s'échappait d'une casserole où mijotait un velouté de courgettes. Claire découpait des herbes fraîches lorsque des éclats de voix l'interrompirent. Ce n'étaient pas des voix habituelles. Ce n'était pas le ton poli et distant des ordres donnés par le majordome, ni le bavardage feutré des femmes de ménage. C'était une conversation animée, ponctuée d'un rire masculin profond qui semblait résonner jusque dans les murs. Intriguée, Claire posa son couteau et tendit l'oreille. Cela venait du grand salon, transformé ce jour-là en salle de réunion. Étienne recevait régulièrement ses directeurs et partenaires à la maison, préférant la discrétion de son propre domaine aux salles impersonnelles des hôtels. Mais ce rire avait quelque chose de particulier, presque moqueur. Elle fit un pas vers la porte, s'arrêtant juste avant de sortir de la cuisine. Les voix se faisaient plus claires, mais elle ne parvenait pas encore à saisir les mots. Un second éclat de rire, cette fois plus fort, suivi de chuchotements et d'une remarque qui déclencha une salve de gloussements étouffés. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine, un pressentiment qu'elle ne sut pas nommer. Elle reprit son travail, tentant de chasser l'impression étrange qui l'avait saisie. Pourtant, quelque chose en elle savait que cette journée ne serait pas comme les autres. La routine, ce fil continu qui l'avait toujours protégée des surprises et des regards, allait se briser. Elle ne le devinait pas encore, mais ce rire qui venait du salon était le premier coup de pinceau d'une scène qui bouleverserait sa vie entière. Alors qu'elle alignait soigneusement les assiettes sur le plan de travail, elle entendit la porte du salon s'ouvrir. Des pas assurés se rapprochaient, lourds sur le parquet ciré. Elle baissa la tête, concentrée sur ses gestes, espérant passer inaperçue comme toujours, mais l'écho du rire résonnait encore dans sa mémoire, comme une cloche qui avertit avant la tempête. Ce qui l'attendait derrière ses pas allait mettre à l'épreuve non seulement sa patience, mais aussi cette carapace invisible qu'elle avait mis des années à construire. La matinée avançait et la maison baignait dans une activité inhabituelle. Les portes du grand salon restaient closes, mais les éclats de voix qui filtraient par l'épais battant indiquaient que la réunion à l'intérieur battait son plein. Étienne Morel, fidèle à sa manière de gérer les affaires, menait ses discussions avec un mélange de fermeté et de théâtralité, ponctuant ses phrases d'intonation qui oscillaient entre l'autorité et l'humour calculé. Ce matin-là, il avait réuni ses principaux directeurs, des hommes et des femmes aux costumes impeccables, pour discuter de la fête annuelle de la société, un gala de charité qui rassemblait chaque année le tout Paris du luxe et de l'événementiel. Le sujet avait dérivé, comme souvent, vers la question de l'image et des apparitions publiques. Quel partenaire, quelle personnalité, quelle tenue
ferait la différence sur les photographies qui circuleraient dans les magazines mondains. L'un des directeurs, un homme au sourire constamment étiré comme pour masquer son cynisme, avait lancé d'un ton faussement léger « Et vous, Étienne, qui allez-vous emmener cette année ?» La salle avait éclaté d'un rire poli, attendant la réponse comme on attend un trait d'esprit dans un dîner mondain. Étienne avait marqué une pause, jouant avec sa tasse de café comme s'il cherchait la réponse la plus inattendue possible. Son regard avait glissé distraitement vers la porte restée entr'ouverte, laissant entrevoir au loin une silhouette féminine occupée à traverser le couloir avec un plateau à la main. Claire, absorbée par sa tâche, n'avait pas remarqué qu'on l'observait. Il eut un sourire en coin, celui qu'il réservait au moment où il pensait avoir trouvé une idée qui surprendrait tout le monde. « Appelez-la moche », lâcha-t-il dans un souffle, suffisamment fort pour que tous ses invités l'entendent. Un éclat de rire général secoua la pièce. Les directeurs, visiblement habitués à ce genre de traits mordants, se laissèrent aller à cette moquerie comme s'il s'agissait d'une simple blague sans conséquence. Certains échangèrent des regards amusés, d'autres se penchèrent pour glisser une remarque complice à leurs voisins. L'expression d'Étienne, elle, était celle d'un homme qui se délectait de son propre effet. Mais ce que personne n'attendait, c'est que la plaisanterie allait prendre une tournure très concrète. Comme pour ajouter une note de provocation à son geste, Étienne fit signe au majordome d'entrer et de faire venir Claire immédiatement. Quelques secondes plus tard, elle franchit timidement la porte du salon, s'arrêtant à quelques pas du bureau massif derrière lequel trônait son employeur. Les conversations s'étaient tues, remplacées par un silence où perçait à peine le froissement des tissus de costumes et de tailleurs. « Claire », dit-il d'une voix parfaitement sérieuse, comme s'il annonçait une décision mûrement réfléchie, « j'aimerais que vous m'accompagniez à notre gala de charité samedi soir prochain. » Elle crut d'abord à une erreur. Ses mains se crispèrent sur le torchon qu'elle tenait, et son regard, hésitant, passa d'Étienne aux autres visages tournés vers elle. Il y avait dans leurs yeux une lueur d'amusement qu'elle connaissait trop bien. Ce n'était pas la curiosité bienveillante qu'on réserve à une surprise agréable, mais le plaisir anticipé d'une scène qui promettait de divertir aux dépens de quelqu'un. « Moi » finit-elle par demander, la voix légèrement tremblante. « Vous » confirma-t-il, en insistant sur le mot comme pour sceller une évidence. « Robe élégante, coiffure impeccable, je veux que vous soyez à mes côtés. » Le ton était poli, mais la tension dans la pièce trahissait la nature ambiguë de ce cadeau. Étienne affichait ce même sourire en coin, un mélange d'ironie et de défi. Il semblait presque attendre qu'elle refuse pour pouvoir relancer la blague. Mais Claire, bien que surprise et mal à l'aise, ne donna pas à ses interlocuteurs la satisfaction d'une protestation. « Très bien, monsieur Morel », répondit-elle simplement, baissant légèrement la tête pour masquer le trouble dans ses yeux. Un murmure parcourut la salle, suivi de quelques échanges de regards qui ressemblaient à des paris silencieux. Étienne hocha la tête, comme s'il venait de conclure un accord important, puis se détourna pour reprendre la discussion là où elle avait été interrompue. Claire, elle, fit demi-tour sans un mot, franchit la porte et regagna la cuisine avec la démarche mécanique de quelqu'un qui avance uniquement pour s'éloigner d'un endroit où l'air devient irrespirable. Dans le couloir, ses pas résonnaient sur le parquet ciré. Elle serrait toujours le torchon entre ses doigts, comme si le tissu pouvait absorber le mélange d'humiliation et d'incrédulité qui battait en elle. Elle savait que les mots prononcés dans ce salon n'étaient pas destinés à la mettre en valeur, mais à la placer sous un projecteur cruel. Pourtant, au lieu de céder à la colère ou à la honte immédiate, une part d'elle, minuscule mais bien réelle, enregistrait l'événement avec un calme étrange. Elle venait d'être invitée, officiellement, à un gala où elle n'aurait jamais imaginé mettre les pieds. En atteignant la cuisine, elle reposa le torchon, inspira profondément et reprit son couteau pour couper les herbes, comme si rien ne s'était passé. Mais dans sa poitrine, le rythme de son cœur témoignait que quelque chose venait de se fissurer dans la routine qui l'avait tenue à l'abri toutes ces années. Derrière le cliquetis des assiettes et le frémissement de la casserole, elle entendait encore ce rire qui avait précédé son nom, un rire qui, elle le sentait, marquerait le début d'une histoire dont elle ne maîtrisait encore ni la direction ni la portée. De retour en cuisine, Claire referma la porte doucement, comme pour contenir la rumeur de la salle de réunion et empêcher cette vibration de sarcasme de franchir le seuil. Elle alluma à nouveau le feu sous la casserole, ajouta une pincée de sel,
goûta du bout de la cuillère et sentit, derrière la saveur ronde du velouté, la pointe métallique de la honte. Le velours tiède sur sa langue ne parvenait pas à lisser les raflures déposées par une simple phrase prononcée avec désinvolture. Elle déplaça des assiettes, rinça un bol, essuya un plan de travail déjà propre. Ces gestes précis, appris au fil des années, constituaient une partition qu'elle connaissait par cœur, mais aujourd'hui, chaque note semblait heurtée. Elle aurait voulu que le cliquetis familier des couverts agisse comme un paravent, qu'il étouffe le souvenir de ce rire général, et pourtant la scène revenait, claire, découpée, insupportable. Elle tenta de se raisonner. Ce n'était qu'un mot jeté comme un caillou dans l'eau, un ricochet, puis plus rien. C'était ce que l'on disait pour minimiser. Mais elle savait, dans une partie d'elle-même qui ne mentait jamais, que ce mot n'avait pas été léger. Il avait été choisi, mis en vitrine devant des témoins, et l'on avait attendu de la salle qu'elle consomme la morsure avec bonne humeur. Elle s'accrocha au refrain habituel, faire son travail, se taire, disparaître, et sentit cet automatisme lâché sous la traction d'une colère froide qu'elle ne se connaissait pas. Elle n'était pas une habituée des élans bruyants ni des répliques cinglantes. Elle avait bâti sa survie sur l'économie de mots et de regards. Mais il y a des moments où l'on se découvre une nuque, un dos, des épaules, qui refusent de se courber davantage. Elle coupa le gaz, vérifia la cuisson, dressa le plateau destiné au salon. En avançant dans le couloir, elle sentit les fibres du tapis amortir ses pas et, en même temps, amplifier la conscience de son propre corps. Elle avait l'impression de tenir un miroir entre ses mains, avec d'un côté son reflet, tel que la maison le connaissait, chemise lâche, pantalon net mais passé, cheveux attachés à la va-vite, et de l'autre, un vide où il fallait inventer autre chose. Lorsqu'elle poussa la porte, le nuage des conversations s'aplatit sur elle juste assez pour lui rappeler sa place. Elle déposa les tasses, l'eau, le sucre, remercia d'un signe de tête un directeur qui n'avait pas daigné la regarder. Puis elle referma la porte avec le même soin, comme si un battant manié avec douceur pouvait réparer une meurtrissure. Dans le réduit où l'on rangeait les torchons et les produits d'entretien, elle s'accorda quelques instants. Elle s'adossa au mur froid et laissa l'air franchir sa poitrine en longues vagues jusqu'à ce que les battements de son cœur cessent d'éclater contre ses tempes. Le mot résonnait encore, et avec lui, la tentation de se dire que, peut-être, il contenait une vérité que le monde voyait et qu'elle refusait. Elle repoussa ce piège. Elle n'avait jamais été coquette, c'était vrai. Elle avait appris très tôt que se faire petite épargnait des remarques, des jugements, des intrusions. À l'école, elle avait été de celles à qui l'on colle un sobriquet, celles dont on raconte des histoires faciles pour se faire des amis. Elle s'était appliquée ensuite à devenir fonctionnelle. Une bonne présence, stable, discrète, qui s'efface au moment approprié. Mais être discrète n'avait jamais signifié offrir sa dignité en pâture. Elle retourna au plan de travail et entreprit la liste mentale de la journée. L'ordre s'était saboué. Déjeuner, vaisselle, draps à changer dans la chambre d'amis, inventaire des réserves, coup de fil à la blanchisserie, marché en fin d'après-midi pour compléter ce qui manquait. Le gala, quant à lui, se tenait le samedi suivant. Elle répéta l'information sans émotion apparente, comme on épingle une note au panneau de liège. Samedi prochain. Il y avait des jours devant elle, assez pour perdre pied ou pour s'organiser. Ce fut là que surgit l'idée, encore maladroite, de ne pas offrir à ceux qui attendaient un spectacle la satisfaction d'obtenir exactement ce qu'ils espéraient. Si l'on l'invitait pour rire, elle viendrait pour démentir. Pas pour se venger, pas pour renverser un royaume, simplement pour replacer sa propre image là où elle l'avait laissée s'étioler, dans son regard à elle. La pensée la surprit par sa netteté. Elle ne consistait pas à devenir une autre, ni à se travestir selon des codes auxquels elle n'adhérait pas. Elle consistait à soigner, à polir, à accorder. Elle savait préparer une table au millimètre, repasser un drap pour qu'il tombe sans un pli, choisir un bouquet qui éclaire une pièce. Elle pouvait peut-être étendre ses compétences à sa personne. Elle ouvrit le tiroir où elle rangeait un petit carnet. Entre les listes de courses et les rappels de tâches, elle nota d'une écriture serrée. Tenue, cheveux, chaussures, budget. Elle resta un moment à observer ces 4 mots alignés, comme les piliers d'une entreprise à monter en silence. Le budget d'abord. Elle compta mentalement le salaire qui tombait en fin de mois,
les factures d'électricité, le loyer, les provisions. Elle avait mis de côté, au fil des années, une somme modeste, précaution née de la crainte de tout imprévu. Il fallait définir une enveloppe raisonnable, quelque chose qui ne la mettrait pas à découvert, ni ne l'obligerait à justifier quoi que ce soit. Elle écrivit « peu, mais possible ». Elle pensa ensuite aux vêtements. Elle n'avait pas, dans son armoire, la moindre robe de soirée. Ce constat ne la blessa pas, c'était un simple fait. Elle possédait des pièces solides, achetées par nécessité, réfléchies pour durer. L'idée d'un vêtement pensé pour un moment unique lui semblait lointaine, presque théorique. Pourtant, elle avait la mémoire de tissus qui tombent bien, de coutures nettes, de matières qui respirent. Elle se souvenait des vitrines observées à la dérobée, des coupes qui donnent de l'allure sans réclamer d'éclat tapageur. Elle n'avait pas besoin d'un feu d'artifice. Elle avait besoin d'un accord juste entre sa silhouette, sa peau et la manière dont elle voulait apparaître. Droite, calme, présente, les cheveux. Elle se surprit à poser la main sur son chignon sommaire. Elle n'était pas maladroite, elle n'avait simplement jamais pris le temps. Elle se représenta un geste patient, des mèches disciplinées sans rigidité, un maintien qui ne crie pas l'effort. Elle pensa aux salons de coiffure du quartier, ceux qu'elle traversait sans entrer, aux parfums laqués qui en émanaient. Elle se promit de passer la porte de l'un d'eux, mais pas avec l'allure contrite de celle qui réclame une faveur, plutôt avec la précision d'une cliente qui sait ce qu'elle veut, simple, nette, adaptée. Elle nota « essai coiffure, discret ». Les chaussures. Elle n'avait jamais marché sur des talons plus hauts que quelques centimètres, et l'idée de glisser, sous les yeux de gens prêts à rire, lui traversa l'esprit comme une alerte à prendre au sérieux. Elle choisirait un modèle stable, confortable, qui prolonge la jambe sans lui imposer une démarche étrangère. Elle écrivit « talons modérés, assurance ». Chaque ligne ajoutée à sa liste renforçait l'impression qu'elle reprenait la main, centimètre après centimètre, sur une scène qui ne lui avait pas été accordée mais imposée. Elle s'arrêta pour boire un verre d'eau. Le froid glissa dans sa gorge comme une trêve. Elle se redressa et, dans le reflet terne de la vitre, distingua son profil. Il n'y avait pas de miracle à attendre. Il y avait une personne à respecter. Elle se répéta cette phrase, non pas comme un slogan, mais comme une mesure juste. Elle se souvenait de sa mère penchée sur une boutonnière, répétant que la précision, c'était de la considération. Considérer un vêtement, c'était le traiter à sa juste place. Considérer quelqu'un, c'était lui accorder le temps et le soin. Elle s'était longtemps accordé le minimum au nom de la discrétion. Peut-être s'agissait-il, à présent, d'augmenter la dose sans se trahir. Le reste de la journée se déroula avec une fluidité étonnamment intacte. Elle servit le déjeuner, répondit aux demandes, effaça les traces de passage, coordonna les petites urgences domestiques avec ce mélange d'efficacité et de présence impalpable qui la caractérisait. À aucun moment elle ne laissa percer une irritation, ni une pointe d'amertume. Elle s'aperçut même qu'un calme nouveau s'installait. Elle avait un plan, même rudimentaire, et cela suffisait à poser un socle. Elle fixa mentalement la fin d'après-midi pour une sortie au marché. Elle avait besoin d'acheter du pain, des légumes, quelques fruits et peut-être de s'arrêter devant des vitrines sans se contenter d'un regard furtif. En rentrant chez elle, le soir venu, elle accrocha sa veste au même crochet, rangea ses chaussures à la même place, mais ne se laissa pas happer par l'automatisme du thé et du livre qui tenaient d'ordinaire compagnie à sa fatigue. Elle sortit son carnet, reprit sa liste et ajouta des détails concrets. Couleurs qu'elle supporte, matières à éviter, adresses possibles, heures d'ouverture. Elle se surprit à dessiner une silhouette à main levée, juste un trait pour le buste, un autre pour une jupe fluide et nota « liberté de mouvement, pas de surcharge ». Elle ouvrit ensuite la petite boîte où elle conservait quelques bijoux familiaux, simples, sans valeur marchande notable. Une fine chaîne en argent, une bague d'onyx terne, des boucles discrètes. Elle posa la chaîne sur sa paume, observa l'éclat doux du métal. Elle imagina le point de lumière que cela ferait au creux de sa clavicule. Suffisant. Le téléphone vibra. Un message de la blanchisserie confirmant une livraison pour le lendemain. Elle répondit, remercia, puis resta un moment immobile, attentive au silence de son appartement. Elle mesura la distance entre l'humiliation du matin et la détermination qui, maintenant, étirait sa colonne vertébrale. La blessure ne disparaissait pas. Elle n'avait pas l'intention de la recouvrir d'un vernis hâtif.
Elle la portait comme on porte une coupure en cicatrisation. On y prend garde, on évite les gestes brusques, on protège, mais on continue à bouger. Elle n'allait pas offrir aux rieurs la scène qu'ils avaient recommandée. Elle allait tranquillement composer la sienne. Avant d'éteindre la lumière, elle se posta devant le miroir de l'entrée. Elle défit son chignon, brossa ses cheveux jusqu'à ce qu'ils retombent souples sur ses épaules, puis les remonta avec plus de soin. Elle releva son menton d'1 millimètre. Le visage qui lui faisait face n'était ni spectaculaire ni insignifiant. Il était le sien, avec des angles doux, un regard attentif, une bouche qui savait se tenir. Elle posa la chaîne autour de son cou, juste pour voir. Le reflet accrocha une lueur. Elle sourit à peine, non par coquetterie, mais parce qu'elle reconnaissait une possibilité. Elle reposa la chaîne dans la boîte, souffla et se coucha tôt, décidée à affronter le lendemain avec cette même clarté. La blessure restait là, discrète et tenace, mais elle n'était plus un gouffre. Elle devenait une frontière, et Claire choisissait pour la première fois depuis longtemps de se tenir du côté où l'on avance. Le lendemain, l'air de Paris avait cette fraîcheur coupante de début de printemps, avec un ciel lavé par la pluie de la veille. Claire avait quitté la maison Morel plus tôt que prévu, un sac en toile sur l'épaule, déterminée à faire les courses du marché avant que les étals ne soient envahis. Les pavés encore humides reflétèrent les premières lueurs du jour, et la rue bruissait d'une activité tranquille. Le crissement des caisses de légumes qu'on glisse au sol, les voix rauques des marchands qui se saluent, le claquement sec des bâches que l'on replie. Elle avançait à pas réguliers, absorbée dans la liste mentale de ce qu'il lui fallait. Poireaux, pommes, pain complet. Quand une voix derrière elle prononça son nom. Claire Dubois, elle se retourna, interloquée. Devant elle se tenait une femme de sa taille, les cheveux blonds ramenés en un carré impeccable, vêtue d'un manteau beige ceinturé et tenant sous le bras une pochette de cuir souple. Il lui fallut quelques secondes pour mettre un nom sur ce visage, dont le sourire semblait curieusement familier. « Sophie Lambert », souffla Claire, presque incrédule. « Exactement », répondit l'autre avec une chaleur évidente. « Ça alors, je ne t'aurais jamais reconnu si je ne t'avais pas vu de profil. » Le souvenir se reconstitua par fragments, les bancs d'un lycée de banlieue, des échanges de livres, des conversations chuchotées pendant les pauses. Sophie, déjà à l'époque, avait ce sens affirmé du style, confectionnant parfois ses propres jupes avec des chutes de tissu. Elle s'était perdue de vue après le bac, chacune traçant un chemin sans que leurs trajectoires ne se croisent à nouveau, jusqu'à ce matin, par hasard. « Tu vis toujours dans le coin ?» demanda Sophie, ajustant machinalement la ceinture de son manteau. « Pas loin, oui, et toi ? J'ai mon atelier à quelques rues d'ici. Je suis styliste maintenant. Enfin, pas encore une maison de couture, mais je commence à avoir ma clientèle. » Il y avait dans la voix de Sophie un mélange d'assurance et de satisfaction tranquille, le ton de quelqu'un qui avait trouvé sa place. Claire, elle, se sentit un instant ramenée à sa propre situation, au contraste entre leurs parcours. Pourtant, elle ne laissa rien paraître et se concentra sur la curiosité sincère qui émanait de son ancienne camarade. « Et toi, qu'est-ce que tu deviens ?» demanda Sophie en prenant un air attentif. Claire hésita. Elle répondit d'un ton neutre. « Je travaille comme employée de maison. » Elle vit l'éclair d'étonnement dans les yeux de Sophie, vite remplacé par un sourire. Pas de jugement apparent, mais Claire savait que pour beaucoup, ce métier évoquait un cadre de vie précis, loin du glamour que représentait la mode. Elle se garda bien d'entrer dans les détails, mais Sophie, comme pour changer de sujet, demanda « Et sinon, quoi de neuf dans ta vie en ce moment ?» Ce fut là que Claire, sans trop savoir pourquoi, lâcha une version condensée de ce qui s'était passé la veille. Pas les rires, pas le mot exact. Elle ne voulait pas revivre cette morsure devant quelqu'un qui, malgré les souvenirs communs, était presque une étrangère maintenant. Elle parla seulement de l'invitation soudaine à un gala, de son étonnement, et du fait qu'elle n'avait aucune idée de comment se présenter à un événement de ce genre. Sophie l'écouta avec une attention qui n'avait rien de poli ou forcé. Puis, avec cette énergie rapide qui lui était propre, elle posa une main légère sur le bras de Claire. « Si tu veux, je peux t'aider. » Claire eut un petit rire, incrédule. « Tu veux dire m'aider à trouver une robe ? Pas seulement. Ce n'est pas qu'une question de tissu et de couleur. C'est une question d'allure, de confiance. Je peux te préparer pour que, quand tu entreras dans cette salle, personne ne voit juste l'employé de maison de M. Morel. Ils verront une femme.
Le mot resta suspendu. Pas belle, pas transfigurée, une femme. Claire sentit une part d'elle réagir à cette nuance. « Tu as beaucoup de travail ?» demanda-t-elle, comme pour tester la solidité de l'offre. « J'ai toujours du travail, mais là, je crois que j'ai envie de mettre mes compétences au service d'une cause qui me plaît. Et puis honnêtement, ça me ferait plaisir de rattraper le temps perdu. » Elles se dirigèrent vers un café à l'angle du marché, un petit établissement aux vitres embuées où les banquettes de cuir craquaient légèrement sous le poids. Assises face à face, elles reprirent le fil de leur conversation. Sophie demanda la date exacte du gala, évalua le temps qu'elles avaient, griffonna sur un carnet des idées rapides, couleurs possibles selon le teint de Claire, coupes à envisager, accessoires discrets mais efficaces. « On pourrait commencer par passer à mon atelier demain, » proposa Sophie. « Je veux te voir dans plusieurs silhouettes, et je t'assure que je peux te prêter ou t'arranger quelque chose de bien. On n'a pas besoin de dépenser une fortune pour obtenir de l'élégance. » Claire hocha la tête, touchée par l'enthousiasme de son interlocutrice. Elle n'avait pas prévu, en se levant ce matin-là, de se retrouver embarquée dans un projet aussi inattendu. Mais l'idée qu'une alliée, quelqu'un qui connaissait un autre monde, puisse l'accompagner dans cette démarche, changeait déjà sa perception de ce qui l'attendait. En quittant le café, elles se donnèrent rendez-vous pour le lendemain. Sophie repartit vers son atelier, tandis que Claire reprit le chemin de chez elle, le sac de légumes plus lourd qu'il ne l'était en réalité, comme si chaque pas portait désormais un mélange d'appréhension et d'espoir. L'humiliation de la veille n'avait pas disparu, mais elle se trouvait maintenant mêlée à quelque chose d'inédit, la perspective d'entrer dans une salle où l'on ne pourrait pas facilement la réduire à un mot lancé pour faire rire. Sophie ne lui avait pas promis de miracle. Elle lui avait proposé un travail, un vrai, où l'on façonne avec soin ce qui se présente au monde. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire envisagea que ce travail pouvait commencer par elle-même. Le lendemain matin, Claire franchit la porte de l'atelier de Sophie avec une légère appréhension. L'endroit, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien, sentait à la fois le tissu neuf et le bois ciré. La lumière entrait par de larges fenêtres donnant sur la rue, illuminant les portants où s'alignaient des robes, des vestes, des pantalons fluides. Sur une table, des bobines de fil de toutes les couleurs et des boîtes ouvertes révélaient des rangées d'épingles, de boutons nacrés, de fermetures éclairs soigneusement rangées. Sophie, en jean sombre et chemise blanche retroussée au coude, se tenait au milieu de cette organisation comme une chef d'orchestre prête à commencer une répétition. « Parfait, tu es pile à l'heure », lança-t-elle en souriant. « Allez, on commence tout de suite. » Claire déposa son sac sur une chaise, un peu intimidée. Elle n'avait pas mis les pieds dans un endroit pareil depuis jamais en réalité. Les boutiques de luxe, elle les avait toujours observées de l'extérieur, et les rares essayages de vêtements dans sa vie s'étaient limités à des pièces fonctionnelles. Ici, tout semblait pensé pour que l'on prenne le temps, que l'on regarde un vêtement sous plusieurs angles avant de décider. Sophie tira un premier portant près d'elle, où étaient suspendues plusieurs robes. « On va essayer différentes coupes, différentes longueurs. Je veux que tu vois ce que ça donne. Et moi, je vais observer comment chaque pièce tombe sur toi. » Claire entra dans la cabine d'essayage, un espace clos par un rideau épais. Elle retira sa chemise et son pantalon, enfila la première robe, une coupe droite, longueur genou, bleu nuit, au tissu légèrement satiné. Quand elle sortit, Sophie la regarda attentivement, tourna autour d'elle, ajusta un pli sur l'épaule. « Jolie couleur, mais ce n'est pas la bonne forme pour toi. On essaie autre chose. » La deuxième robe était d'un rouge profond, avec un décolleté discret et une taille marquée. Claire se sentit presque étrangère à son propre reflet. Ce n'était pas inconfortable, mais c'était trop affirmé à son goût. Sophie, d'un geste rapide, fit glisser une ceinture plus fine autour de sa taille. « Là, c'est mieux, mais je veux que tu sois à l'aise, pas déguisée. » Elles continuèrent ainsi pendant plus d'une heure, enchaînant les modèles. Une robe fluide couleur champagne, une autre en vert émeraude, un tailleur jupe noire à la coupe impeccable. Chaque fois, Sophie notait mentalement ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, comment le tissu épousait ou non les lignes du corps de Claire. Entre deux essayages, Claire se surprit à se regarder plus longuement dans le miroir. Ce n'était pas seulement l'effet des vêtements, c'était la façon dont elle se tenait, dont ses épaules semblaient moins rentrées qu'à l'ordinaire. Même lorsqu'une robe ne lui plaisait pas particulièrement, elle sentait un changement subtil. Sophie, elle, observait tout sans faire de commentaires inutiles, concentrée sur le but qu'elle s'était fixé. « J'ai une idée, »
dit-elle enfin, après un dernier essayage. « Mais je ne vais pas te la montrer tout de suite. » Claire haussa les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je veux que tu aies le choc le soir même. Laisse-moi préparer quelque chose sur mesure pour toi. Tu as déjà accepté l'invitation, tu as déjà fait le premier pas. Maintenant, fais-moi confiance pour le reste. » Claire hésita, mais l'assurance tranquille de Sophie la convainquit. Elle remit ses vêtements habituels, glissa ses chaussures et se prépara à partir. Avant de franchir la porte, Sophie ajouta « En attendant, bois beaucoup d'eau, dors bien et si tu peux, fais une petite marche chaque jour. Pas pour changer quoi que ce soit à ton corps, mais pour que tu arrives le soir du gala avec de l'énergie. Et surtout, tiens-toi droite. » En sortant de l'atelier, Claire marcha dans les rues de Paris avec un sentiment étrange. Elle n'avait aucune idée de la tenue que Sophie préparait pour elle. Mais elle se surprenait à imaginer des couleurs, des matières. Elle tenta de se rappeler la dernière fois qu'elle avait attendu quelque chose avec autant de curiosité. Peut-être jamais. Elle passa le reste de la journée à travailler comme d'habitude, mais son esprit revenait par instants à la cabine d'essayage, à ces quelques minutes devant le miroir où elle avait vu une version d'elle-même qu'elle n'avait pas l'habitude de croiser. Ce n'était pas une apparition miraculeuse, c'était plus concret, plus physique. C'était elle, mais débarrassée de cette invisibilité volontaire qui avait fini par coller à sa peau comme un vêtement trop serré. Le soir, en rentrant chez elle, elle ouvrit son carnet et ajouta une nouvelle ligne à sa liste, « Faire confiance à Sophie et à moi-même ». Ce geste, aussi simple qu'un trait de crayon, scella pour elle un engagement silencieux. Elle allait se préparer, pas seulement à porter une robe, mais à se présenter dans un lieu où l'on ne pourrait plus l'ignorer comme on détourne le regard d'une silhouette en arrière-plan. Elle ne savait pas encore si cette révélation partielle serait suffisante pour affronter les regards, mais elle avait cessé de craindre qu'il n'y ait rien à révéler. Et cette différence, imperceptible aux autres pour l'instant, suffisait à transformer l'attente en une forme de détermination. Au siège de Morel Événements, la semaine qui précédait le gala était toujours une période de tension mêlée d'excitation. Les couloirs se transformaient en allées pressées où l'on croisait des employés portant des cartons, des échantillons de tissus, des catalogues de fleurs ou des plans de table. Les téléphones sonnaient sans relâche, les ordinateurs restaient allumés bien après la tombée de la nuit et les agendas des cadres supérieurs se remplissaient de réunions de dernière minute. Cette effervescence n'avait rien d'exceptionnel pour la société, mais cette année, une rumeur circulait, glissant de bureau en bureau avec la fluidité d'un parfum reconnaissable. Étienne Morel viendrait accompagné d'une personne que personne n'aurait imaginée. Ceux qui travaillaient depuis longtemps dans l'entreprise connaissaient à clair de vue, pour l'avoir aperçu lors de livraisons ou de passages discrets dans la maison de son patron. Une silhouette discrète, toujours occupée, le regard fuyant quand elle croisait celui d'un invité. Quand la nouvelle de son invitation au gala avait filtré, on ne savait trop comment, mais probablement par l'un des directeurs présents lors de la fameuse réunion, les réactions avaient été immédiates. Certains avaient haussé les épaules, trouvant le geste d'Étienne amusant. D'autres, plus mordants, y voyaient une occasion de se moquer en privé. Dans les open space, on murmurait que ce serait le moment le plus divertissant de la soirée. Un commentaire qui revenait comme une petite flamme entretenue par des sourires complices. Les préparatifs continuaient pourtant sans que cette conversation parallèle ne disparaisse. Dans une salle de réunion au dernier étage, on finalisait le programme. Allocution d'ouverture d'Étienne, remise de prix pour un partenariat caritatif, dîner en 5 services, puis piste de danse ouverte jusqu'au petit matin. Les décorateurs passaient en revue les croquis de l'installation florale, les chefs proposaient leur menu, les attachés de presse planifiaient les communiqués à envoyer aux magazines spécialisés. Tout cela se déroulait avec la précision d'une horloge suisse, mais la curiosité autour de la mystérieuse invitée occupait l'arrière-plan mental de beaucoup. Dans son bureau, Étienne lisait distraitement un dossier lorsque 2 de ses directeurs entrèrent pour discuter de la liste des invités. Ils évoquèrent rapidement quelques annulations, la nécessité de redistribuer certaines places à table, puis l'un d'eux, un homme grand aux lunettes fines, se pencha vers lui. « Alors, toujours prévu pour samedi ?»« Quoi donc ?» répondit Étienne, feignant l'ignorance. « Votre accompagnatrice. » Étienne esquissa un sourire. Plus que jamais. La conversation se termina sur des rires étouffés, mais lorsque ses collaborateurs quittèrent la pièce, il resta pensif. Ce qui, au départ, avait été un geste teinté d'ironie,
prenait une autre dimension dans son esprit. Il se souvenait du visage de Claire lorsqu'elle avait accepté, de cette absence d'hésitation apparente qui l'avait légèrement déstabilisé. Il n'aurait pas su l'expliquer, mais il se surprenait à se demander comment elle se présenterait. Pendant ce temps, dans les couloirs, les commentaires prenaient parfois des formes plus crues. Au service communication, une jeune chargée de presse déclara à voix basse « Si elle vient vraiment, ça va faire parler. »« Parler ou rire ?» répliqua son collègue, ironique. « Les deux, probablement. » On échangeait des paris informels, robe voyante ou tenue trop simple, démarche assurée ou maladroite, entrée discrète ou complètement ignorée par la presse. Chacun projetait une version différente de la scène, comme si l'événement constituait un divertissement en marge du gala officiel. Le chef de projet en charge de la soirée, un homme méthodique habitué à traiter chaque détail avec un sérieux implacable, fut lui-même happé par la rumeur. Lors d'une réunion logistique, il demanda presque par automatisme « Il faudra prévoir la prise de vue à l'entrée pour tous les invités, n'est-ce pas ?» « Évidemment, répondit la responsable photo avec un sourire entendu. Les mots restèrent suspendus, mais chacun savait à qui il pensait. Pourtant, derrière cette agitation superficielle, une curiosité sincère commençait à se mêler aux moqueries. Et si cette Claire, que presque personne ne connaissait vraiment, déjouait les attentes? Étienne, bien qu'il ne la voie pas, n'était pas insensible à cette idée. L'image d'une femme entrant dans la salle sans se laisser écraser par le décor ou les regards insistants avait quelque chose de stimulant. Les jours précédant le gala s'écoulèrent avec cette double tension, la préparation minutieuse de l'événement et l'attente presque théâtrale de l'instant où la porte d'entrée s'ouvrirait sur une silhouette que l'on croyait connaître. Dans cette atmosphère, les certitudes se fissuraient légèrement. Les paris, bien que toujours teintés d'ironie, laissait parfois place à un doute fugace, et si la plaisanterie d'Étienne ne se terminait pas comme prévu. Dans le bureau du patron, les documents s'empilaient, les rendez-vous s'enchaînaient, mais par instant, entre deux signatures, il se surprenait à se demander quelle expression il verrait sur le visage des invités quand il la découvrirait. Il n'en parlait à personne, mais il savait déjà qu'il guetterait ce moment avec plus d'attention qu'il ne l'aurait imaginé. Le samedi du gala, Claire se leva plus tôt que d'habitude, comme si son corps savait qu'il lui faudrait chaque minute de la journée. La lumière grise du matin filtrait à travers les rideaux, douce mais insuffisante pour dissiper l'ombre d'une tension intérieure. Elle prit un petit déjeuner simple, thé noir et tartines beurrées, puis rangea son appartement avec une précision presque mécanique, comme pour imposer de l'ordre autour d'elle avant de se consacrer à ce qui allait suivre. À 10 heures, elle sortit pour rejoindre l'atelier de Sophie. Les rues étaient encore calmes, mais la fraîcheur de l'air la fit resserrer son écharpe autour du cou. Lorsqu'elle poussa la porte, Sophie l'accueillit avec l'énergie concentrée de quelqu'un qui a déjà commencé à travailler depuis plusieurs heures. « Parfait, tu es là, on a du pain sur la planche », annonça-t-elle en lui tendant un cintre enveloppé dans une housse opaque. Sans un mot, Sophie l'orienta vers la cabine d'essayage. Claire sentit la fermeture de la housse glisser, puis ses doigts rencontrèrent un tissu lisse, d'un poids équilibré, ni trop léger ni trop rigide. Elle enfila la robe lentement, ajusta les manches, sentit la coupe épouser sa silhouette sans la contraindre. Quand elle sortit, Sophie la détailla de haut en bas, fit quelques ajustements rapides avec des épingles, puis hocha la tête. « C'est exactement comme je voulais. » Claire se regarda dans le grand miroir de l'atelier. La robe, d'un bleu profond tirant vers le saphir, avait un tombé impeccable. Le décolleté discret mettait en valeur la ligne de son cou et la taille cintrée prolongeait la fluidité de la jupe jusqu'aux chevilles. Pas un pli superflu, pas de détail criard. Tout reposait sur la justesse de la coupe et la qualité du tissu. « Et maintenant, les chaussures » dit Sophie, en ouvrant une boîte posée sur la table. Elle en sortit une paire d'escarpins bleu nuit à talons modérés, l'intérieur doublé d'un cuir souple. Claire les enfila et fit quelques pas. Ils étaient étonnamment confortables, stables, presque une extension naturelle de ses mouvements. Vint ensuite le moment de la coiffure. Sophie l'installa face à une coiffeuse éclairée par des ampoules chaudes, puis brossa longuement ses cheveux pour les rendre souples et brillants. Avec des gestes précis, elle les attacha en un chignon bas, maintenu par des épingles invisibles, laissant échapper 2 mèches fines encadrant le visage. « On évite tout ce qui est figé », expliqua Sophie. « Il faut que tu puisses bouger, sourire, parler, sans avoir l'impression que ta tête est prisonnière d'une sculpture. » Pour le maquillage,
Elle choisit des tons neutres, soulignant légèrement les yeux avec un trait brun doux et une ombre taupe, un blush rosé pour donner de la fraîcheur et un rouge à lèvres discret. Claire observa la transformation progressive dans le miroir, rien de tapageur mais un équilibre harmonieux qui semblait révéler ses traits plutôt que les masquer. « Voilà », dit Sophie en reculant. « Regarde-toi bien. » Claire resta quelques secondes sans parler. Ce n'était pas seulement qu'elle se trouvait changée, c'était qu'elle avait l'impression de se reconnaître, comme si cette version d'elle-même avait toujours été là, mais tenue à l'écart. Sophie rangea ses pinceaux et ses épingles, puis lui tendit une petite pochette assortie à la robe. Juste assez grande pour ton téléphone, un mouchoir et un tube de rouge à lèvres. L'après-midi passa entre ajustements mineurs, pause thé, et quelques minutes de silence où Claire fixait son reflet, apprivoisant peu à peu cette image. Vers 17 heures, Sophie insista pour qu'elle se mette en route, afin d'éviter tout stress lié au transport. Elles prirent un taxi qui les déposa devant la maison Morel. Là, Claire descendit et inspira profondément. Étienne devait venir la chercher à 18 heures précises. Elle entra, salua le personnel, puis monta dans sa chambre pour attendre. Quand l'horloge sonna l'heure prévue, le bruit discret d'un moteur s'arrêta devant la porte. Étienne entra, vêtu d'un smoking parfaitement ajusté. Ses yeux se posèrent sur elle, et l'espace d'un instant, il ne dit rien. Il se contenta d'un léger hochement de tête, comme pour masquer sa surprise. « Prête ?» demanda-t-il enfin. « Prête !» répondit-elle. Ils sortirent ensemble, et le chauffeur ouvrit la portière de la voiture noire qui les conduirait à l'hôtel Le Meurice. Dans l'habitacle, le silence était ponctué par le léger froissement de la robe lorsqu'elle bougeait les jambes. Claire regardait les lumières de Paris défiler, consciente que dans moins d'une heure, elle franchirait une porte où tous les regards se tourneraient vers elle. Mais à cet instant précis, la peur avait laissé place à une concentration calme. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle s'était préparée non pour plaire à quelqu'un ou pour démentir une moquerie, mais pour se présenter comme elle voulait être vue. Et cela, elle le savait déjà, changerait la façon dont elle franchirait cette porte. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale de l'hôtel Le Meurice, dont les lourdes portes vitrées laissaient entrevoir un hall baigné d'une lumière dorée. Sur le trottoir, un tapis rouge déroulait sa ligne impeccable jusqu'au seuil, encadré par 2 haies de plantes taillées avec précision. De chaque côté, des photographes attendaient, appareils suspendus à leur cou, prêts à capturer chaque arrivée notable. Les invités sortirent de voitures sombres aux vitres teintées et dès qu'un visage connu apparaissait, les flashs crépitaient. Le chauffeur ouvrit la portière. Claire sentit l'air du soir, frais et légèrement parfumé par un mélange d'essences de fleurs disposées dans de grands vases près de l'entrée. Étienne descendit le premier, offrant un bras qu'elle saisit avec assurance. Le premier pas hors de la voiture fut comme un franchissement invisible. Elle passa du monde anonyme de la rue à celui scrutateur, des regards convergents. Pendant une fraction de seconde, il y eut un flottement. Ceux qui s'attendaient à voir une silhouette maladroite ou effacée furent pris au dépourvu. La robe bleu saphir, dans la lumière des projecteurs, révélait des reflets subtils à chaque mouvement. Le chignon bas encadrait son visage d'une élégance sobre, et le maquillage discret soulignait la profondeur de ses yeux. Elle avançait avec un pas mesuré, ni précipité, ni hésitant, et ses épaules restaient droites. Un murmure parcourut la file des invités qui attendaient derrière eux. Ce n'était pas le chuchotement moqueur que certains avaient anticipé, mais un mélange d'interrogation et de reconnaissance silencieuse. Les photographes, eux, réagirent d'abord avec un léger retard, comme si le cerveau devait enregistrer la scène avant d'appuyer sur le déclencheur. Puis soudain les flashs se mirent à crépiter, capturant son profil, la courbe fluide de la robe, la façon dont sa main reposait naturellement sur le bras d'Étienne. En entrant dans le hall, ils furent accueillis par le maître d'hôtel, qui prononça leur nom à voix claire. L'écho résonna dans l'espace vaste, attirant encore plus de regards. Claire sentit plusieurs paires d'yeux se fixer sur elle, mais cette fois, elle ne chercha pas à les éviter. Elle ne défiait personne, elle se contentait d'être présente. Les premiers invités qui les saluèrent furent des partenaires d'affaires d'Étienne, habitués au cercle mondain. Un homme en costume gris anthracite, la soixantaine élégante, lui adressa un sourire franc. « Enchantée, madame !» Elle répondit avec une politesse simple, et cette aisance surprit Étienne. Pas un mot de trop,
Pas de geste maladroit, juste la bonne mesure. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, d'autres échanges se succédèrent, des poignées de main, quelques phrases sur le décor somptueux de la salle de réception, des compliments que Claire recevait sans rougir ni les minimiser. La salle où se tenait le gala s'ouvrait comme un écrin, haut plafond orné de fresques, lustre scintillant, nappe blanche impeccable, verre aligné avec une précision militaire. Les tables étaient déjà occupées par des invités bavardant à voix feutrée, tandis qu'un quatuor à cordes jouait dans un coin. L'odeur légère de fleurs fraîches et de champagne formait une toile de fond sensorielle à la scène. Claire avait conscience que certains continuaient à l'observer à distance, comme pour vérifier si l'impression initiale se maintenait. Elle ne jouait pas un rôle, et c'était peut-être cela qui déstabilisait. Elle n'essayait pas d'imiter l'assurance mondaine. Elle évoluait avec sa propre cadence, ce qui rendait sa présence difficile à cataloguer. Ils furent installés à une table centrale, à portée de vue de l'estrade, où Étienne devait prononcer son discours plus tard. Les conversations autour d'eux reprirent leur cours, mais par moments, Claire interceptait un regard, une expression que l'on voulait neutre, mais où passait un reste de surprise. Lorsque le service commença, un serveur s'approcha avec une discrétion professionnelle, déposant devant elle une assiette finement dressée. Claire le remercia d'un sourire, ce qui lui valut un bref éclat de sincérité dans le regard du jeune homme, signe qu'elle n'était pas seulement perçue à travers la fonction de compagne de la soirée. À mesure que les plats se succédaient, elle se surprit à se détendre. Les éclats de rire à d'autres tables ne semblaient de plus chargés de menaces, la robe ne lui pesait pas, les chaussures restaient confortables, et elle trouvait son rythme dans ces échanges courts mais cordiaux. Vers le milieu du repas, une photographe officielle s'approcha, demandant poliment s'ils accepteraient une photo. Étienne hocha la tête. Claire se plaça légèrement de profil, la lumière tombant sur son épaule et son visage. Le déclic fut suivi d'un remerciement, et la photographe s'éloigna pour capturer d'autres invités. C'était un moment anodin pour beaucoup, mais pour Claire, c'était la preuve silencieuse qu'elle avait franchi l'entrée et tenu la distance. Elle savait que, dès le lendemain, certaines images circuleraient dans les rapports internes de l'entreprise, ou peut-être dans des publications mondaines. Ce qu'elle montrerait ne serait ni une caricature, ni un sujet de moquerie facile, mais simplement une femme ayant trouvé sa place, ne serait-ce que pour une soirée. Et cela, pensa-t-elle, en observant les reflets dorés du champagne dans son verre, valait déjà plus que l'intention initiale de celui qui l'avait conviée. Quand Claire entra dans la salle de réception, Étienne marche à ses côtés avec l'assurance naturelle qu'il affiche dans tous les événements publics. Il salue d'un signe de tête des invités, échange quelques mots rapides avec des partenaires stratégiques, mais ces gestes manquent de leur fluidité habituelle. Il sent, comme un écho discret, que quelque chose ne se déroule pas exactement comme il l'avait imaginé. La première fois qu'il avait prononcé son nom pour l'inviter, il avait en tête un effet spectaculaire, presque comique, qui mettrait tout le monde dans la confidence d'une audace mondaine. Or, à cet instant précis, la pièce ne rit pas, elle regarde. Il la détaille à la dérobée, essayant de retrouver dans cette silhouette élégante en bleu saphir la femme qu'il croise chaque matin dans la cuisine de sa maison. Les gestes précis avec lesquels elle prend un verre d'eau, la manière mesurée dont elle salue les convives, le léger redressement de son menton lorsqu'elle croise un regard insistant, tout cela le désarçonne. Il se surprend à ne pas trouver le moindre détail qui corresponde à l'image qu'il avait figée dans son esprit. À leur table, il échange encore quelques phrases avec un directeur financier, mais il se surprend à suivre du coin de l'œil chaque mouvement de Claire. Elle ne parle pas fort, ne monopolise pas l'attention et pourtant, plusieurs fois, il remarque qu'on se retourne vers elle après son passage. Ce ne sont pas les sourires en coin qu'il redoutait ou attendait, mais des regards plus longs, comme pour tenter de comprendre qui elle est vraiment. Le serveur dépose le premier plat, et tandis qu'ils commencent à manger, Étienne se rend compte qu'il n'a pas posé la question qu'il pose d'ordinaire à ses invités lors de ce genre de soirée. Alors, comment trouves-tu l'événement? Cette absence est révélatrice. Il n'a pas envie de diriger la conversation, il veut observer, voir si elle se l'approprie sans qu'il ait besoin de l'y inviter. Pendant l'entracte entre deux plats, un couple s'approche pour saluer Étienne. Il se lève, leur serre la main, puis le mari se tourne vers Claire et engage une courte conversation sur la décoration florale. Elle répond avec un mélange de simplicité et de précision, citant la variété des orchidées disposées à l'entrée. Étienne, surpris,
se souvient qu'elle s'occupe souvent de sélectionner les bouquets pour sa maison, mais il n'avait jamais associé cette compétence à un intérêt plus large. À mesure que la soirée avance, il réalise que la tension qu'il ressent n'est pas liée à la crainte d'un faux pas, mais à la manière dont elle redéfinit, silencieusement, la dynamique entre eux. Elle ne se comporte pas comme une personne qui a été invitée pour remplir un rôle secondaire. Elle agit comme quelqu'un qui est là par choix, pas par faveur. Cette posture le déstabilise, car elle l'oblige à revoir la prémisse même de son geste initial. Lorsque vient le moment de son discours sur scène, il se lève, prend le micro et salue les invités. Son regard balaie la salle avant de se poser un instant sur Claire. Cette seconde suffit à lui rappeler que, ce soir, elle est perçue autrement par tout le monde. Il prononce ses phrases avec fluidité, mais dans un coin de son esprit, une pensée s'impose. Ce n'est pas lui qui détient l'histoire de la soirée, c'est elle. Après l'allocution, alors que les invités se dirigent vers la piste de danse ou les salons attenants, il se rapproche d'elle. « Tu te débrouilles mieux que beaucoup de gens habitués à ce genre de soirée, » dit-il à voix basse. « Je ne me débrouille pas, je participe, » corrige-t-elle avec calme. La réplique dénuée d'agressivité le touche plus qu'il ne l'aurait cru. Elle ne cherche pas à se mettre en valeur, elle énonce simplement une réalité. Il perçoit, dans le ton et le choix des mots, une assurance qu'il ne lui connaissait pas. Ils se déplacent ensemble vers le buffet de dessert, et il remarque que les conversations autour d'eux changent de tonalité. Moins de chuchotements, plus de salutations franches. La transformation n'est pas spectaculaire, mais tangible. Elle ne passe pas inaperçue, même pour ceux qui avaient tout prévu de l'ignorer. Dans un coin de la salle, un photographe insiste pour prendre quelques clichés d'eux deux. Étienne accepte, mais cette fois, il ne cherche pas à imposer une pose ou à guider la scène. Il se tient légèrement en retrait, laissant Claire occuper l'espace. Quand le flash se déclenche, il sait déjà que cette image ne racontera pas l'histoire qu'il avait prévue au départ. Elle montrera quelque chose qu'il ne contrôle pas et qu'il ne peut plus ignorer. Alors que la soirée se poursuit, il se rend compte qu'il n'a plus envie de rire de son idée initiale. Au contraire, il ressent une curiosité qu'il n'avait pas anticipée. Savoir comment cette femme qu'il croyait connaître avait pu en quelques jours inverser le sens même de son invitation. Et plus troublant encore, il pressent qu'il n'a pas fini de se poser cette question. Après son discours et les salutations protocolaires, Étienne observa la salle avec un regard différent. L'énergie du gala battait son plein, rire feutré, tintement de verre, musique subtile du quatuor à cordes qui laissait deviner qu'un DJ prendrait bientôt le relais. Les conversations se nouaient et se défaisaient comme des filets invisibles entre les tables. Pourtant, au milieu de cette circulation mondaine parfaitement huilée, Claire se tenait à l'écart, non par isolement volontaire, mais par un choix mesuré. Elle échangeait avec quelques convives, écoutait plus qu'elle ne parlait, puis se déplaçait vers un autre groupe sans s'attarder. Étienne sentit monter en lui une volonté de s'approcher, mais, à sa propre surprise, il hésita. Dans d'autres contextes, il avait toujours su comment réduire la distance avec ses interlocuteurs, imposer sa présence ou son charme. Ce soir, il ne s'agissait pas de cela. L'équilibre qu'elle dégageait rendait toute tentative maladroite risquée. Il voulait lui parler, mais pas comme on aborde quelqu'un que l'on pense déjà comprendre. Il se décida à franchir les quelques mètres qui les séparaient. Elle discutait avec une femme d'une cinquantaine d'années, manifestement habituée au gala, qui portait une robe noire sobre et un collier de perles. Lorsque cette dernière s'éloigna, Étienne se plaça à côté de Claire. « Tu sembles parfaitement à l'aise, dit-il. « Je suis là pour observer autant que pour participer, » répondit-elle. Il nota la nuance. Elle ne disait pas qu'elle profitait, ni qu'elle se sentait comme chez elle. Elle parlait d'observation, comme si elle était aussi attentive à la dynamique de la salle qu'à la conversation en face d'elle. Ils marchèrent ensemble vers un coin plus calme, près d'un arrangement floral imposant. Le parfum des lys blancs se mêlait aux effluves de champagne qui flottaient encore dans l'air. Étienne prit un instant pour choisir ses mots. « Je ne t'ai pas remercié d'avoir accepté de venir. » Elle le regarda, légèrement intriguée. « Et pourquoi aurais-je refusé ? Parce que ce n'était pas un geste irréprochable de ma part, admit-il, la voix plus basse. Claire haussa à peine les épaules. « Tu avais tes raisons. Et moi, j'ai les miennes pour être ici. » Cette réponse, qui ne contenait ni reproche ni complaisance, le déstabilisa davantage. Elle n'offrait pas d'ouverture facile pour se justifier ou pour transformer la discussion en échange léger. Elle posait un cadre, chacun assumait sa position
et aucune flatterie ne viendrait diluer ce constat. Ils furent interrompus par un serveur proposant une coupe de champagne. Claire accepta poliment, puis se tourna vers la piste de danse où quelques couples commençaient à évoluer au son discret de la musique. « Tu danses » demanda Étienne, un brin provocateur. « Pas ce soir » répondit-elle, mais sans fermer totalement la porte. Elle porta le verre à ses lèvres, observa la salle, puis reprit d'un ton neutre. Ce genre d'événement repose beaucoup sur les apparences. Les gens se croisent, s'évaluent, se comparent. C'est intéressant, mais ce n'est pas là que je place ma valeur. Cette phrase resta suspendue entre eux. Étienne comprit qu'elle ne cherchait pas à lui envoyer un message codé, mais qu'elle exprimait simplement un principe personnel. Et ce principe, sans qu'il sache pourquoi, lui donnait envie de prolonger la conversation, de comprendre ce qui, chez elle, restait volontairement en dehors de la scène sociale. Il tenta de ramener un peu de légèreté. « Si tu devais noter cette soirée, quelle note donnerais-tu ? Les plats sont excellents, la musique est bien choisie, le décor est impeccable, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en retient une fois rentré chez soi. » Elle posa son verre comme pour signifier que la discussion n'avait pas besoin d'être prolongée inutilement. Puis elle se dirigea vers un groupe où se trouvait Sophie, arrivée plus tard comme invitée d'un fournisseur. Étienne resta un moment immobile, réalisant que, contrairement à beaucoup d'autres, Claire n'était pas sensible aux signaux habituels qu'il envoyait. Il faudrait autre chose pour créer un lien réel, autre chose que cette aisance sociale qu'il croyait infaillible. En la regardant parler avec Sophie, il comprit que le défi ne résidait pas dans le fait de la séduire ou de la convaincre, mais de trouver un terrain où ils pourraient se rencontrer sans qu'aucun ne doive jouer un rôle imposé. Et cette perspective, loin de le décourager, éveillait en lui une curiosité qu'aucune autre soirée mondaine n'avait jamais provoquée. La musique s'était amplifiée, signe que le quatuor à cordes avait laissé place à un ensemble plus rythmé. Les rires se mêlaient au brouhaha des conversations, et la salle avait pris cette atmosphère légèrement plus détendue qui suit le dîner officiel. Claire, après avoir échangé encore quelques mots avec Sophie, s'était avancée vers une table où étaient disposés les desserts. Elle servit dans une petite assiette une part de tarte fine aux pommes, puis se retira vers un coin plus calme, à l'écart de la piste de danse. Étienne l'aperçut et, comme mu par une impulsion qu'il ne tenta pas de contenir, la rejoignit. Il avait passé une bonne partie de la soirée à se demander comment trouver le moment juste pour parler plus franchement. À présent, il savait que repousser encore serait laisser filer une occasion. « Tu as un instant ?» demanda-t-il en s'arrêtant devant elle. « Bien sûr. » Ils se déplacèrent vers un salon attenant, plus feutré, où seuls quelques invités échangeaient à voix basse. Un grand miroir ancien reflétait la lumière tamisée des appliques murales, et un canapé de velours vert foncé offrait un coin discret. Ils s'y assirent, légèrement tournés l'un vers l'autre. Étienne prit une inspiration mesurée. « Je veux être honnête », commença-t-il. « Quand je t'ai invité à ce gala, ce n'était pas pour les bonnes raisons. » Claire ne répondit pas, se contentant de le regarder, ses mains posées sur ses genoux. « J'ai agi sur un coup de tête, presque comme une provocation. Je pensais que ce serait une manière de surprendre, mais je réalise maintenant que c'était déplacé. » Il marqua une pause, guettant la moindre réaction sur son visage. Elle ne semblait ni en colère ni attendrie, mais simplement attentive. « Je regrette, poursuivit-il. Ce soir, tu as montré quelque chose que je n'avais pas su voir, et je ne parle pas seulement de ton apparence. » Claire posa calmement sa fourchette sur le bord de son assiette. « Je comprends que tu veuilles t'expliquer, dit-elle. Mais sache que je ne suis pas ici pour valider ou invalider ton geste. J'ai accepté de venir pour mes propres raisons. » « Lesquelles ?» demanda-t-il intrigué. « Pour me prouver que je pouvais entrer dans une salle comme celle-ci sans me réduire à l'image que les autres ont de moi. Pas pour t'aider à te sentir mieux vis-à-vis de ce que tu as dit. » Il sentit la portée de ces mots. Elle n'était pas là pour être un symbole de rédemption, ni pour endosser un rôle dans une histoire qu'il aurait voulu réécrire. Elle avait sa propre trajectoire, et sa présence à ses côtés ce soir n'était pas un cadeau qu'il devait mériter ou non, mais un choix qu'elle avait fait pour elle-même. « Je ne m'attendais pas à ça, admit-il. Peut-être parce que tu es habitué à ce que les gens jouent le rôle que tu leur assignes, répondit-elle, sans dureté mais sans détour. Le silence qui suivit ne fut pas pesant, mais dense. Étienne réalisa qu'il ne savait pas quelle suite donner à cet échange. Dans ses affaires, il trouvait toujours un angle, un argument, un chemin pour obtenir ce qu'il voulait. Ici, il ne s'agissait pas de convaincre, mais de comprendre.
Claire reprit d'un ton plus posé. « Tu sais, je n'ai pas envie de rester sur ce moment de la réunion comme si c'était le seul qui comptait. Mais je ne veux pas non plus faire semblant que ça n'a pas existé. Alors que faire ?» demanda-t-il. « Simplement avancer, chacun à sa manière. » Elle se leva, non pour mettre fin brutalement à la conversation, mais pour signifier qu'elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Étienne se leva à son tour. Ils retournèrent dans la grande salle, retrouvant l'agitation et la musique. Claire rejoignit Sophie près du buffet, et Étienne resta un instant en retrait, observant cette femme qu'il croyait connaître et qui venait de renverser en quelques phrases l'équilibre de leur relation. Il comprit qu'il ne suffirait pas d'un geste spectaculaire ou d'une soirée réussie pour changer la manière dont elle le percevait. Il faudrait du temps et surtout des actes répétés qui prouvent qu'il ne la voyait pas seulement dans l'instant exceptionnel du gala, mais aussi dans la constance des jours ordinaires. Et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit que ce défi ne l'effrayait pas. Les jours qui suivirent le gala furent d'une étrange sobriété, aucune scène spectaculaire, aucun mot de trop. Pourtant, quelque chose avait incontestablement changé dans la manière dont Étienne et Claire se croisaient dans la maison. Au matin, lorsqu'il descendait pour prendre son café, il ne se contentait plus de la saluer distraitement, tout en consultant son téléphone. Son regard s'attardait comme pour s'assurer qu'elle le voyait vraiment lui adresser la parole. Claire, de son côté, ne modifia pas ses habitudes. Elle préparait le petit déjeuner, vérifiait le courrier, organisait la journée selon les besoins de la maison. Mais elle percevait cette attention nouvelle, cette absence de précipitation dans les échanges. Les phrases n'étaient plus seulement fonctionnelles. « Le tailleur a livré votre costume » ou « La réunion commence à 9 heures ». Elles s'accompagnaient de petites questions, parfois anodines, mais qui trahissaient une curiosité sincère. Un mardi matin, alors qu'elle arrosait les plantes de la véranda, Étienne s'arrêta près d'elle. « Celles-ci viennent d'où » demanda-t-il, en désignant un pot d'orchidées blanches. « D'un marché horticole de Rungis. J'y vais une fois par mois. Tu pourrais m'y emmener un jour ?» Elle le regarda un instant, incertaine de ses intentions. « Si vous le souhaitez, oui. » Ce « vous » formel, qu'elle maintenait avec constance, semblait désormais peser davantage à Étienne. Il n'insista pas, mais il nota qu'il ne pourrait pas franchir cette barrière simplement en multipliant les questions. Peu à peu, il ajusta son comportement. Lorsqu'il recevait des invités, il ne la traitait plus comme une ombre qu'on évite de mentionner. Si elle passait dans la pièce, il la présentait par son nom sans préciser son rôle, comme si la seule information utile était qu'elle faisait partie de son environnement quotidien. Certains convives, intrigués, engagèrent la conversation avec elle. Elle répondait avec mesure, puis reprenait son activité, sans chercher à prolonger inutilement les échanges. Cette nouvelle dynamique ne passa pas inaperçue auprès du personnel. Le majordome, homme discret mais attentif, remarqua qu'Étienne attendait parfois que Claire soit présente avant de commencer un repas. La cuisinière, elle, nota que le patron posait des questions sur les plats préférés de Claire, glissant dans le menu hebdomadaire un ou deux mets susceptibles de lui plaire. Pourtant, Claire restait prudente. Elle ne voulait pas confondre attention et transformation. Elle savait que certains comportements peuvent changer par effet de circonstances et revenir à l'ancien modèle dès que la nouveauté s'estompe. Alors elle observait comme elle l'avait toujours fait, mais cette fois avec l'avantage de ne plus se sentir invisible. Un après-midi, alors qu'elle triait des documents dans le bureau, Étienne entra, un dossier sous le bras. « Je passe près de ton marché demain matin. Tu veux que je t'y dépose ?» Elle releva la tête. « Ce n'est pas nécessaire, je peux prendre le bus. »« Ce n'est pas une question de nécessité, » répondit-il. « C'est juste plus agréable de ne pas avoir à se presser. » Elle hésita puis acquiesça. Le lendemain, dans la voiture, ils parlèrent de choses simples. La météo, la circulation, un article dans le journal. Rien d'exceptionnel. Mais Claire nota que la conversation ne semblait pas forcée. Lorsqu'ils arrivèrent, il descendit avec elle et fit un tour parmi les étals, observant les échanges entre Claire et les marchands. Elle le vit écouter, poser quelques questions, mais sans interrompre son rythme habituel. En repartant, il dit simplement « Tu as une manière de te faire respecter sans hausser la voix. » Elle répondit sans détour « C'est souvent plus efficace. » Il sourit, et ce sourire, pour la première fois, ne contenait ni amusement ni ironie, seulement une forme d'admiration discrète. Les semaines passèrent ainsi avec de petits gestes qui, mis bout à bout, formaient un tableau différent de leur relation. Étienne ne cherchait plus à attirer son attention par des phrases spectaculaires.
Il s'attachait à être présent dans ces moments ordinaires qui, paradoxalement, en disaient plus long que n'importe quel gala. Claire, tout en gardant ses distances, reconnaissait la constance de ces changements. Elle ne se laissait pas séduire par la flatterie, mais elle voyait que son patron apprenait à la voir autrement, sans décor, sans public, sans mise en scène. Et c'était peut-être là la transformation la plus significative, être reconnue non pour l'effet qu'elle pouvait produire dans une soirée, mais pour la place qu'elle occupait chaque jour dans ce cercle restreint qu'il partageait malgré tout. La nuit était tombée sur Paris, et l'air portait encore la douceur d'un printemps avancé. Les façades illuminées reflétaient sur la Seine, et les rues vibraient d'un mélange de voix et de musique provenant des terrasses de café. À l'intérieur de l'hôtel où se tenait la nouvelle réception annuelle de Morel Événements, l'atmosphère était moins tendue que l'année précédente. Les visages familiers se mêlaient à quelques nouvelles figures, et l'ambiance générale était celle d'une réussite déjà assurée. Claire n'était plus là en tant qu'énigme ou sujet de conversation. Cette fois, son nom figurait sur la liste des invités, mentionné comme invité d'honneur, aux côtés de personnalités reconnues pour leur contribution à l'entreprise. Elle portait une robe longue couleur ivoire, à la coupe fluide, sans excès, mais parfaitement adaptée à sa silhouette. Ses cheveux, relevés en un chignon légèrement flou, laissaient échapper quelques mèches qui adoucissaient les traits de son visage. Elle avait passé la soirée à discuter avec des personnes qu'elle connaissait désormais, à échanger sur des sujets variés, allant des événements organisés par l'entreprise à des conversations plus personnelles. Elle n'avait plus besoin de chercher sa place. Elle la prenait naturellement, sans effort apparent. Après avoir salué un groupe d'invités, elle se dirigea vers la terrasse de l'hôtel, attirée par l'idée de prendre un moment de calme. La vue offrait un panorama sur la ville, les toits, les ponts, les reflets dorés des lampadaires dans l'eau. Elle s'accouda à la balustrade et respira profondément, savourant cet instant suspendu. Elle entendit des pas derrière elle, lents, sans urgence. Étienne apparut à sa droite, un verre à la main. Il ne portait pas le masque souriant et calculé qu'elle avait souvent vu en public. Son visage semblait plus détendu, ses épaules moins raides. « Belle vue », dit-il simplement. « Toujours », répondit-elle. « Surtout d'ici. » Ils restèrent un moment en silence, observant la ville. La rumeur de la fête derrière eux semblait lointaine, atténuée par la douceur de l'air nocturne. « Je me demande encore comment j'ai pu ne pas te voir », dit-il finalement, les yeux fixés sur l'horizon. Claire tourna légèrement la tête vers lui. « Tu me voyais tous les jours. »« Oui, mais pas vraiment. Pas comme maintenant. » Elle ne répondit pas tout de suite. Ses doigts glissèrent distraitement sur la rambarde métallique, froide sous la peau. « Ce n'est pas grave, » dit-elle enfin. « Ce qui compte, c'est de voir les choses quand il est encore temps. » Étienne inclina la tête, acceptant ces mots sans chercher à les discuter. « Je ne sais pas si j'ai changé ou si c'est toi qui m'as forcé à regarder autrement, » avoua-t-il. « Peut-être un peu des deux. » Il esquissa un léger sourire. « Ah, tu sais, j'ai pensé à ce soir du gala plus souvent que je ne veux l'admettre. Pas pour la gêne ou la surprise, mais parce que c'est le moment où j'ai compris que tout pouvait basculer en quelques minutes si on se donne la peine de prêter attention. » Claire le regarda un instant, puis détourna les yeux vers la ville. « C'est pareil pour moi, mais pas parce que tu m'as invité, parce que j'ai accepté. » Ces mots, simples mais précis, installèrent un silence différent, plus dense mais aussi plus apaisé. Il ne parlait plus d'un passé à rectifier, mais d'un chemin qui, depuis, avait pris une direction inattendue. Étienne posa son verre sur la rambarde, croisant les bras. « Alors, on continue ?»« On continue, » répondit-elle, « mais à ma manière. »« À la tienne, » confirma-t-il, sans chercher à ajouter quoi que ce soit. Ils restèrent là encore quelques minutes, côte à côte, à observer la ville qui s'étendait devant eux. Ce n'était pas un moment spectaculaire, pas un geste de cinéma, mais c'était un instant clair, précis, où aucun des deux ne jouait un rôle. Et c'était suffisant pour comprendre que, désormais, leur histoire, quelle qu'elle soit, se construirait sur ce terrain-là, loin des pics faciles et des regards biaisés, dans un espace où chacun avait appris à voir l'autre. Quand ils retournèrent à l'intérieur, la fête battait toujours son plein. Les invités les accueillirent avec des sourires et des conversations légères. Claire reprit sa place, cette fois sans être observée comme une étrangère dans ce monde. Elle était devenue une partie de ce décor, non pas par adaptation forcée, mais parce qu'elle y avait choisi sa place. Dans le regard d'Étienne,
Il n'y avait plus la trace du pari initial, seulement celle d'un respect qui ne demandait pas de démonstration publique. Et dans celui de Claire, il n'y avait ni revanche ni défi, mais la conscience tranquille d'avoir su imposer à sa manière un nouveau chapitre.